Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, Thiaroye-sur-Mer a les pieds dans l'eau. Plusieurs centaines de maisons et le cimetière de la localité sont envahis par les eaux de pluie. Une équipe de la 2STV était là-bas ce matin pour tenter de mieux comprendre. Un réseau de trafiquants tombe avec 18 kg de méthamphétamine, une drogue fabriquée par l'homme et qui coûte très cher. La quantité qui a été saisie par la douane est évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Que se passe-t-il dans les prisons sénégalaises? Pourquoi les détenus de Rebeuss refusent de s'alimenter? Combien sont-ils en détention? Que dire des longues détentions préventives? On en parle avec le secrétaire général de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Il est l'invité de ce 20h. Elles ont attendu 34 ans avant de voir ce barrage aux monstres construit pour tuer à petit feu les rizières de plusieurs grandes vallées du département de Bignona. Nos correspondants dans le sud du pays étaient sur place pour tenter de mieux comprendre. Et puis ça sonne chaos en RDC. Au moins 17 personnes ont perdu la vie aujourd'hui. À l'origine de ces violences, la volonté prêtée au président Kabila de prolonger son mandat. Voilà pour le sommaire. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on l'habitude de dire, mais cet adage est loin d'être conforme à la réalité à Thiaroye-sur-Mer. Les précipitations du week-end ont semé la pagaille dans la localité, vous allez le voir dans ce reportage. Des dizaines et des dizaines de maisons sont envahies par les eaux de pluie. Le cimetière de la localité n'a pas été épargné. Populations et autorités municipales se renvoient la balle. C'est un travail d'Ibrahim Djedjou et Liba Saïndir. À Thiaroye-sur-Mer, les pluies de ces derniers jours enflamment les polémiques. Ce village lébouille est envahi par les eaux. Très remontées, les populations déversent leur colère sur les autorités et surtout sur leurs maires. C'est malheureux, c'est étonnant, c'est catastrophique. Pourquoi il n'y a pas d'assainissement, il n'y a rien du tout. On n'a pas de maire. Parce que le maire est là, il ne fait rien pour Thiaroye. Tous les villages sont inondés, tous les villages. Thiaroye est très oublié par l'État. La réplique est automatique. Selon ce conseil au maire, ce village est implanté dans une rizière. En plus de cela, les moyens de la mairie sont limités pour régler le problème des inondations. Il y a de l'eau ici, partout. Il y avait des rivières, il y avait aussi un village qui avait des champs ici. Actuellement, il veut travailler, parce que j'ai discuté avec lui personnellement. Actuellement, il veut travailler ce village, mais il n'a pas de moyens. Donc nous demandons au chef d'État de soutenir ce maire-là. Avec l'acte 3 des centralisations, on l'a donné des gens, c'est lui qui paye ces gens-là. Donc, avec ce budget-là, il y a quelque chose qui manque aussi dans son budget. Ces inondations n'ont pas épargné les cimetières. La situation est alarmante. Là également, on s'entre-accuse. Certains riverains sont pointés du doigt. Ce sont eux qui auraient percé le mur du cimetière pour évacuer les eaux. Non, rétorquent ces riverains. Nous ne sommes pas responsables de cela. Le mur, vous le voyez, est vétuste et c'est troué. En plus de cela, il y a des canaux d'évacuation qui refoulent l'eau et la déversent dans le cimetière. Et le maire ne fait rien pour construire un autre mur. C'est ça le problème. Ouais, parce que j'ai discuté avec lui personnellement. Actuellement, il veut travailler ce village, mais il n'a pas de moyens. Donc nous demandons au chef d'État de soutenir ce maire-là. Avec l'acte 3 des centralisations. Voilà, donc à l'instant, ce reportage de Ibrahim Djedjou et Libas Laïdia. Et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les mécaniciens se frottent les mains en cette période hivernale. Beaucoup de voitures tombent en panne avec la pluie. Plusieurs routes sont devenues impraticables. Un cocktail qui est à l'origine soit d'une panne mécanique ou d'une panne électronique. C'est un sujet d'Asokan John et Papsan. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'adage difficile à ébranler, la preuve avec l'hivernage chez les mécaniciens. Quand les automobilistes craignent les pannes, les mécaniciens, eux, se frottent les mains avec les multiples problèmes électriques. Ça nous arrange du pas. Franchement, ça nous arrange d'une part parce qu'on est sans intervention. Ça nous arrange pas, mais durant la période de l'hivernage, souvent,
on nous sollicite beaucoup à cause de l'eau. Pendant l'hivernage, on a un peu plus de travail. Pendant la saison, c'est surtout à cause de l'eau. L'hivernage, on travaille plus. Ce qu'on travaille plus pendant l'hivernage, c'est les pannes électriques. Route mal faite, chauffeurs négligents, véhicules sensibles, les cauchemars que vive la clientèle à l'image de Libas Gay, fidèle client de ce garage. Il y a des trous un peu partout. Il faut refaire les routes, les goudrons aussi, ça s'enlève avec l'eau de pluie et la chaleur aussi, quelquefois. Parce qu'il y a des routes comme les routes de Dakar qui ont été faites par les Touares. À l'avenue Vignampo, avenue Roule, tu ne vois jamais là-bas des trous, n'est-ce pas? Mais les autres routes qui sont dans les banlieues, vraiment, ça laisse à désirer. Des conseils pratiques pour épargner certaines pannes aux automobilistes. Il faut éviter de passer dans des endroits où il y a plein d'eau sur le goudron. Parfois, il y a des trous à l'intérieur qu'on ne peut pas voir. Et la voiture peut venir plonger dans l'eau et ça peut créer des pannes. Des zones inondées, si tu peux dévier, le plus souvent ce qui amène les problèmes, c'est que les propriétaires des véhicules sont un peu pressés. Ce casse-tête tarderait à s'atténuer, tenant compte des prévisions météorologiques. Il est donc essentiel pour les automobilistes de savoir qu'ils sont sur la corde raide sous pression des flaques d'eau afin de rouler avec prudence. On l'a appris ce matin, une importante quantité de drogue a été saisie par la douane. Les trafiquants ont été interpellés à Linguère. Les soldats de l'économie ont trouvé sur eux 18 kg de méthamphétamine. C'est un puissant stimulant fabriqué par l'homme. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer ces drogues sont hautement toxiques pour l'utilisateur et n'importe qui d'autre à proximité. La valeur marchande de ces drogues est évaluée à 2,572 milliards de francs CFA. C'est une correspondance de Moussa Ousmane Diagne et Abdou Boy. Une quantité importante de drogue dure d'une valeur marchande globale de 2,572 milliards de francs CFA a été saisie dans le département de Linguère par les agents de la subdivision régionale des douanes de Saint-Louis. Cette opération, bien supervisée par les douaniers de Diama, a permis de mettre la main sur cette drogue de synthèse qui est plus dangereuse que la cocaïne. C'est une saisie qui a été faite au niveau de Linguère, près de Linguère. C'est une saisie qui porte, comme vous le voyez, sur une drogue un peu particulière qu'on appelle la méthamphétamine. C'est une drogue extrêmement puissante et dangereuse. La particularité de cette drogue est qu'elle est présentée et conditionnée comme des médicaments. Donc vous avez vu les images, on pourrait facilement les prendre pour des aspirines. Mais c'est une drogue extrêmement puissante et nocive. Donc nous avons mis un système qui est basé essentiellement sur le renseignement. Et à partir de ce renseignement qu'on a pu avoir cette importante saisie qui est estimée sur le marché illicite à 2,574 milliards. C'est pour un total de 18 kilos. Disons qui est présenté sur 120 grammes, 120 sachets. Donc pour 18 kilos de grammes qui représentent 2,574 millions sur le marché illicite. Le commandant Faye n'a pas manqué de préciser que cette drogue dure transite par le Sénégal pour aller vers d'autres destinations. Elle vient des pays asiatiques et alimente le marché européen et américain. Ces trafiquants ont été placés en garde à vue en attendant d'être entendus par le procureur. Ils devraient être placés sous mandat de dépôt par le maître des poursuites pour ensuite être envoyés en prison en attendant leur jugement. Des individus qui augmenteront à coup sûr la population carcérale. Et puis donc en parlant même de cette population carcérale évaluée donc à plus de 34 000 voire même 40 000 détenus, une surpopulation due, on va dire, une surpopulation. Voilà, donc due en partie à cause donc des longues détentions préventives. Des prisonniers de Rebeuss étaient en grève de la faim ce matin avant d'interrompre leur mouvement à la suite des discussions. On va suivre le président de l'association pour le soutien et la réinsertion des détenus au micro de Sambardoba et Mohamed Ndiaye. Les détenus avaient commencé une grève de la faim depuis ce matin. Mais vers 13h, ils ont rompu la grève de la faim et ils ont finalement accepté de regagner leur chambre. Les détenus réclament l'ouverture immédiate des chambres criminelles, la réduction aussi des mandats de dépôt, mais également de proposer des travaux d'intérêt général, mais aussi d'accorder beaucoup plus améliorer les conditions de détention des détenus,
mais aussi apporter des solutions adéquates face à cette situation alarmante que traverse Rebeuss. On reconnaît que des efforts considérables sont déployés par l'administration pénitentiaire pour alléger un tout petit peu la souffrance des détenus, c'est-à-dire l'augmentation de la ration journalière qui s'élève de 621 à 725 francs. Également, il y a des dons de matelas qui ont été offerts aux prisonniers, plus de 1000 matelas. Et vraiment, le colonel est en train de faire un travail extraordinaire et c'est mon devoir de le dire devant les médias. Mais quand même, je lance un message fort aux détenus. Je dis aux détenus d'arrêter la grève le plus rapidement possible et de laisser tout entre nos mains, et sachant que nous sommes en train de discuter avec les autorités de ce pays et que des solutions vont être apportées le plus rapidement possible. Ce qui se passe à Rebeuss est inévitable. Voilà ce qui ressort de quelques témoignages d'anciens détenus. Une équipe de la 2STV a rencontré ce matin 2 ex-pensionnaires de Rebeuss. Ils confient avoir vécu l'enfer là-bas, surtout à cause des longues détentions préventives. C'est un élément de la Sanacissé et Libas Laidir. La grève de la faim des prisonniers de Rebeuss a défrayé la chronique ces temps-ci. Des détenus qui fustigent les conditions difficiles de leur détention. Cher et Lamine ont tous les deux fait la prison. Pour eux, cette situation était inévitable. Cette situation était inévitable. Les conditions sont difficiles dans les prisons. Plus de 300 personnes dans une cellule, c'est pas normal. L'alimentation aussi n'est pas fameuse. En plus, les gens ne dorment pas. J'ai vu des gens s'asseoir pendant 6 mois. Des conditions de détention qui frôlent la torture. Mais ce qui provoque le plus l'ire des prisonniers, c'est de loin les longues détentions préventives. Il y a des gens qui ont fait 10 ans et qui ne sont pas encore jugés. J'ai plein d'amis qui sont dans cette situation. C'est ce qui fait mal à ces prisonniers. C'est pourquoi ils l'ont manifesté. Une situation due à plusieurs facteurs. Mais pour ces jeunes qui ont goûté à l'enfer de la prison, les chambres criminelles ne sont pas exemptes de reproches. Les chambres criminelles ont remplacé les cours d'assises et ces procédures sont trop lentes. Ça ne se tient pas régulièrement et une fois qu'on renvoie votre dossier, vous attendez longtemps avant de revenir. Les autorités sont donc interpellées face à cette situation qui ne fait qu'empirer. On va s'arrêter un instant pour recevoir sur ce plateau notre invité. Il s'agit du secrétaire général de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. M. Fall, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, M. Fall, que se passe-t-il vraiment dans les prisons sénégalaises? M. Diaby, je vous remercie d'avoir bien voulu nous convier sur votre plateau. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer tous les spectateurs et téléspectatrices. Excellente question. Que se passe-t-il dans les prisons sénégalaises? Je crois que votre reportage est très illustratif, dans la mesure où c'est une situation qui est même admise par les autorités étatiques. Il y a une situation de surpeuplement carcéral réel des prisons du Sénégal. Je crois que cela, c'est un secret de polichinelle et ce serait peut-être nier l'évidence que de ne pas admettre cette situation. Et on dit que cette situation est due, entre guillemets, on a entendu ce témoignage, à cause donc des longues détentions préventives. Vous êtes magistrat, qu'est-ce qui devrait expliquer tout cela? Donc pourquoi il y a ces longues détentions? Pourquoi aussi les chambres criminelles, entre guillemets, ne sont pas aussi efficaces qu'on ne le pense? Si on se réfère vraiment à ces propos ou à ces témoignages que vous venez d'écouter à l'instant même. Alors, donc, vous me permettez peut-être d'aborder, disons, une question qui est très lancinante, dans la mesure où, certes, il y a une surpopulation carcérale, mais je vous avoue qu'en tant que secrétaire général du mécanisme national de prévention de la torture, je peux vous affirmer que les autorités tentent d'y apporter des solutions. J'en voudrais pour preuve le suivi des recommandations que notre institution a formulées à l'occasion de l'atelier national sur la situation carcérale que nous avons eu à tenir au mois de décembre 2013. Partant de l'existant, qui est cette surpopulation réelle, nous avions préconisé la création en lieu et place des cours d'assises, dont la tenue
était un peu irrégulière, la création des chambres criminelles. Apparemment, les prisonniers se plaignent un peu. Alors, vous me permettrez de préciser qu'à la place des chambres des cours d'assises, logées précédemment au niveau des cours d'appel, et qui devaient peut-être se tenir 4 fois par an, ce qui fait un total de 16 par an, les autorités étatiques, notamment le ministère de la Justice, a entamé une réforme qui a installé ce qu'on appelle les chambres criminelles, avec un effet multiplicateur de ces juridictions censées juger les affaires criminelles. Alors, aujourd'hui, si on en est à cette situation, je l'avoue, c'est que l'effet recherché n'est pas encore atteint. C'est-à-dire c'est une régularité dans la tenue des sessions d'assises des chambres criminelles, avec comme objectif, en fait, de réduire la surpopulation carcérale. Donc, il y a des lieux, donc il y a lieu d'apporter vraiment des correctifs à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, la population carcérale est estimée à quelque chose comme 40 000, c'est ça? Ou bien vous confirmez le chiffre? Alors, selon les dernières chiffres que j'ai reçus officiellement de la direction de l'administration pénitentiaire, dans la semaine du 29 août, la population carcérale était estimée à près de 9500 détenus. 9500 avec comme détenus provisoires 4070 détenus provisoires, et en fait les autres sont des 5480 détenus sur un effectif total de 9550 détenus. Oui, allez-y, terminez. Donc les détenus provisoires, vous voyez peut-être, disons, sont moins importants que les condamnés. Et Rebeuss, donc on va dire, remporte la palme aussi. Parce qu'à Rebeuss, il paraît que la situation est catastrophique là-bas. Alors, je peux attester que Rebeuss, quand même, polarise aujourd'hui même 2002 détenus, selon des informations que je viens de recevoir tout de suite. Et il faut rappeler que Rebeuss est une maison d'arrêt censée recevoir non pas des personnes condamnées, selon l'orthodoxie, mais des personnes détenues provisoires. Que signifie un détenu provisoire? C'est une personne en attente de recevoir jugement. Parmi ces détenus provisoires, il y a en fait ceux qui sont censés comparaître devant les tribunaux de flagrant délit, mais aussi il y a en fait ceux qui ont des instances pendant devant les juges d'instruction. Et c'est pas dangereux aussi le fait d'avoir 2000 détenus là-bas à Rebeuss pour quand même, on va dire, une poignée de gardes pénitentiaires? Alors, nous avons eu quand même à... J'avoue que vous abordez une question un peu sensible quand même, parce que nous avons eu à attirer l'attention, appeler l'attention de l'autorité sur cet état de fait. J'atteste qu'il n'y a pas un peu le respect du ratio qui devrait avoir entre les détenus et en fait les gardes à Rebeuss. Et je crois que les autorités judiciaires, conformément à la recommandation, ont entamé un processus de recrutement en fait de gardes pénitentiaires pour pallier à cette situation. Alors, je reviens à vous, M. Fall. Je rappelle juste que l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté est dirigé donc par Bouba Diouf Tall, le magistrat. C'est bien ça. Alors, moi, je vous invite juste à suivre la réaction des droits de l'homme qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils demandent au gouvernement d'accélérer le processus de désengorgement des prisons au Sénégal. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et la Ligue sénégalaise aussi des droits de l'homme déplorent tout le temps, on va dire toutes ces organisations, les conditions de détention notées dans les prisons sénégalaises. Des explications de Fatou Niang, Liba Saindir et Mohamed Ba. 1700 détenus de la prison de Rebeuss avaient entamé une grève de la faim pour dénoncer les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Le surpeuplement, l'alimentation qui fait défaut, entre autres calvaires que dénonce également la RADDHO. Cette situation se traduit par un surpeuplement des prisons, mais également les longues détentions. Nous avons aujourd'hui des prisonniers qui restent 7 à 10 ans sans être jugés et qui sont toujours en détention prolongée. De la même manière, nous déplorons également les conditions d'alimentation à l'intérieur des prisons. En plus de cela, nous vivons dans une période très chaude, c'est l'hivernage. Des efforts avaient été entrepris par le gouvernement, notamment des réformes, mais celles-ci sont jugées inutiles. Nous, on savait que c'était des mesures circonstancielles, mais elles ne pouvaient pas résorber la question des difficultés, en tout cas rencontrées que rencontrent les détenus en termes de détention provisoire anormalement longue, mais également en termes de meilleures conditions de vie.
C'est pourquoi on avait souhaité au moment de la réforme qu'on aille davantage en profondeur et surtout qu'on envisageât la limitation de la détention provisoire en matière criminelle. Malheureusement, le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout. Toutefois, des propositions de solutions à ces divers problèmes carcéraux ont été faites. Il y a la construction des prisons que nous ne cessons de préconiser, mais également, comme je l'ai dit, la mesure la plus durable qu'on puisse envisager, c'est de limiter la détention provisoire en matière criminelle, comme c'est le cas en matière délictuelle. Parce que le juge qui a une information en matière correctionnelle fait tout pour terminer son information dans le délai de 6 mois. Autrement, la personne est libérée d'office. Donc, si tel était le cas en matière criminelle, aucun juge ne resterait pratiquement 6 mois, 1 an sans entendre un inculpé. La solution, c'est que depuis les indépendances, on n'a pas construit de prison. Or, la population surcarcérale augmente d'année en année. La construction d'une nouvelle prison à Sébikotane avait été annoncée et la pose de la première pierre déjà effectuée par le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Reste maintenant la détention provisoire en matière criminelle. Malheureusement, le gouvernement n'est pas... Ben voilà, à l'instant même, vous venez de suivre donc ce reportage de Fatou Niang. Alors, M. Fall, est-ce que vous partagez un peu le point de vue quand même dégagé par les droits de l'hommiste? Partiellement dans la mesure où je crois que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, disons le résultat d'une réflexion menée par notre institution et disons qui a été suivie par le gouvernement en ce qui concerne la création des chambres criminelles. Peut-être ce qu'il faudrait déplorer, c'est qu'il n'y a pas une régularité dans la tenue des chambres criminelles. Et de ce point de vue, nous invitons les autorités, notamment le ministère de la Justice, à accélérer les procédures de tenue des chambres criminelles. Je crois que d'ailleurs c'est l'une des revendications fortes en fait des on voit que cela se transforme vraiment aujourd'hui, par exemple dans les prisons, comme si c'était des lieux de torture et non plus des lieux donc vraiment pour privation de liberté des personnes. Alors, je crois que vous venez peut-être de faire état d'une position ou d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, les conditions de détention peuvent être constitutives de torture. Cela, nous le confirmons. Et c'est pourquoi, en fait, nous menons une réflexion profonde pour alléger ce surpeuplement carcéral, car nous avons quand même que c'est très difficile, c'est attentatoire aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Mais je profite de l'occasion pour dire que avec, disons, le concours de l'Observatoire, en collaboration avec l'Observatoire, le gouvernement est en train, en fait, de mener des efforts en vue, disons, de réduire cette surpopulation carcérale. Comment va Boydjine? J'atteste que, disons, nous avons été le voir, mais je crois que quand même sa situation... Il a grossi, il a maigri, il est comment? Il se porte? En tout cas, je peux attester que quand même il se porte pas mal. Et nous avons écouté ses doléances. Qu'as-tu dit si c'est pas privé? Alors, on peut dire que, disons, c'est pas un secret, qu'il s'est un peu plaint de son régime, disons, de détention, en quelque sorte. Mais je peux dire que aujourd'hui, le travail de l'administration pénitentiaire est organisé par des textes. Voilà. Et lorsque en fait un détenu s'évade de prison, cela peut constituer en fait une faute, un manquement à la discipline qui appelle peut-être des sanctions appropriées. Et nous n'avons pas manqué aussi de rappeler à l'administration pénitentiaire ces obligations qui découlent des lois. La sanction ne doit pas. Certaines informations, Boydjine se plaignait un peu de ces conditions également carcérales. Je peux attester que c'est le cas. Mais en fait, il faut dire que dans cette situation, quand même, qu'il y a peut-être mésentente ou bien peut-être absence de connaissance, peut-être des obligations qui découlent en fait, disons, de la situation de détention. Pour rappeler aux détenus qu'il y a des règles auxquelles quand même on est soumis lorsqu'on est en état de détention et que l'administration pénitentiaire est chargée quand même de faire appliquer. Yacine Fall, je vous remercie. Je vous remercie, M. Vous êtes un magistrat de fonction, voilà. Vous êtes aussi secrétaire général de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie. La suite du journal avec une rencontre prévue les 26, 27 et 28 septembre prochains entre acteurs du système éducatif. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation lors de la clôture du séminaire de préparation sur la rentrée des classes prévue le 5 octobre prochain. Serine Baïtiam lance son appel à tout le monde pour un climat apaisé du système éducatif. Nous l'écoutons au micro d'Aline Badara Sonko et Sherba. Nous avons donné des instructions pour que les inspecteurs d'académie et les IF, pendant les 10 ou 15 premiers jours de la rentrée, puissent visiter l'ensemble des établissements du Sénégal.
que les équipes des IA et des IF sortent des bureaux pour aller à la rencontre des enseignants dans les établissements, écoles, collèges comme lycées, sur la base d'un outil de collecte d'informations, informations qui seront remontées au niveau central. Ça, c'est le défi 1 sur la bonne rentrée scolaire. Le deuxième défi, c'est une gestion efficiente, rationnelle des ressources, au premier rang desquelles la ressource humaine, qui est la ressource la plus importante du ministère, et de la carte scolaire. Nous avons indiqué que beaucoup de ressources sont injectées dans le système, que ce soit des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines. Mais la gestion n'était pas toujours rationnelle. Des progrès ont été faits, certes, mais des améliorations sont encore possibles. En bref, le Premier ministre français dit être en phase avec le chef de l'État qui soutient que la réponse au terrorisme doit s'éloigner de la stigmatisation des musulmans qui sont aussi les premières victimes de ce terrorisme. Manuel Valls répondait à une question posée par un journaliste dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. A noter que le chef du gouvernement français est attendu à Dakar dans un peu plus de 48 heures. La question du terrorisme s'est aussi invitée à la 7e session d'enseignement en droit international de droits de l'homme. Le président du comité sénégalais des droits de l'homme invite l'État à prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce fléau. Il suggère en outre la mise en place d'un système de prévention efficace des mécanismes de lutte contre le terrorisme. Nous l'écoutons avec El Hadj Malick Cissé et Pape Sam. Dans les zones où le phénomène est aujourd'hui une réalité, il faut quand même mettre en place des mécanismes de lutte efficaces pour éradiquer, venir à bout du terrorisme. Parce que j'ai l'habitude de le dire, personne ne peut vous donner aujourd'hui une définition exacte de ce qu'est le terrorisme. Très souvent, on fait le rapprochement avec l'islam, ce qui est faux. Très souvent, on fait le rapprochement avec des considérations d'ordre culturel, alors que c'est faux. Je pense que le terrorisme, moi j'ai l'habitude de dire que c'est une forme de folie chez certains hommes. Parce que le fait d'ôter la vie à son semblable sans aucune raison ou sous le couvert d'une opinion ou d'une croyance religieuse, cela n'est pas acceptable dans le contexte actuel mondial. Je pense qu'il faut mettre en place un système de prévention efficace, mais également mettre en place des mécanismes de lutte très efficaces contre ce phénomène qui fait des ravages, quoi qu'on puisse dire, à travers le monde. Toujours dans l'actualité, le barrage d'Afinyam, un édifice qui offre l'image d'un monstre construit pour tuer à petit feu les rizières des plus grandes vallées du département de Bignona. Cela fait 34 ans que les populations de cette zone courent derrière la construction d'une telle infrastructure. Sur place, Cheikh Tidiane Cissé et Kaba Cissé. Fruit de la coopération sino-sénégalaise, le barrage d'Afinyam, construit en 1982 sous le régime socialiste, demeure admirable certes par sa majestuosité, mais un calvaire pour les populations d'Afinyam et environ, dont l'existence est fortement menacée par l'ouvrage. Durant pratiquement 34 ans, un barrage est là en non exploité. Et malheureusement pour nous, nous vivons le volet négatif. J'ai pratiquement 4 quartiers qui sont sans eau douce. Il faut remonter à 3 km pour pouvoir trouver de l'eau douce et repartir. Les rizières sont déjà envoyées en selle. Nous interpellons l'actuel gouvernement qui gouverne ce Sénégal avec l'émergence que vous demandez. Nous sommes déjà dans un problème d'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on ne peut plus cultiver, on ne peut plus planter, on ne peut plus semer.
on n'a pas de l'eau douce. L'absence d'aménagement traduisant un manque de volonté politique, noté depuis 34 ans maintenant, expliquerait cette situation. Boutem et Afignam, Kionkessid sont les villages dans le Boulouf qui ont les plus grosses vallées de riziculture. L'État vraiment devrait aider la population à s'en sortir. D'abord, la construction d'une digue de ceinture bien faite, former les gens à la gestion de cette digue pour lutter contre le sel et même maintenant aussi, en plus de ça, aider à l'exploitation de la vallée. Dans un contexte où l'autosuffisance en riz est depuis quelque temps devenue une priorité du Sénégal pour 2017, il est difficile de comprendre alors pourquoi les gouvernements successifs continuent de mettre une croix sur ce projet qui devrait permettre à la Casamance de figurer en pôle position de la riziculture au Sénégal. À l'instant, reportage signé Chertidiane Sissé et Kaba Sissé. Ça sent le chaos en République démocratique du Congo. 17 personnes sont mortes aujourd'hui à Kinshasa. Elles ont perdu la vie à la suite de violents affrontements entre sympathisants de l'opposition et forces de l'ordre. À l'origine de ces violences, la volonté prêtée au président Kabila de prolonger son mandat au-delà de la limite prévue par la Constitution. Les explications de Sambardoba. Un communiqué du ministère de l'Intérieur fait état d'au moins 3 policiers et 14 civils tués dans des violences survenues avant une manifestation d'opposition hostile au président congolais Joseph Kabila. Faisant état de plusieurs pillages ou incendies criminels visant des cibles politiques, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a accusé l'Union pour la démocratie et le progrès social, le principal parti de l'opposition, d'être à l'origine de ces violences. Arrivé au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est âgé de 45 ans. La constitution congolaise lui interdit de se représenter, mais il ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir. Alors que la présidentielle apparaît impossible à tenir dans les temps, le rassemblement constitué autour d'Etienne Tshisekedi refuse le dialogue national en cours à Kinshasa entre la majorité et une partie de l'opposition. Mégalopole de 10 millions d'habitants, habitués aux violences à caractère politique, Kinshasa avait des airs de ville morte ce lundi. Une atmosphère semblable régnait à Lumumbashi, la deuxième ville du pays dans le sud-est où les soldats sont venus renforcer en masse la police autour des principaux bâtiments publics et dans les quartiers réputés acquis à l'opposition. Au moins 17 personnes ont perdu la vie aujourd'hui à Kinshasa. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures. Le président de la République a présenté ses condoléances à la Oumma islamique et à toute la confrérie Khadria ainsi qu'à la famille de Cheikh Sadibou, particulièrement celle de Cheikh Talibouya Aïdara, suite au rappel à Dieu du vénéré Khalif général Cheikh Bounama Aïdara, décès survenu ce matin à Nimzat en Mauritanie. Par ma voix, le groupe Origines a commencé par son président directeur général, présente ses sincères condoléances à la communauté Khadria. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. L'info revient demain à 13h, c'est en Wolof, dans quelques instants à la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir. Et bonsoir. suba ba léegi toogum dimbali naa sama benn xarit muy ut liggéey yónnee nañu ay CV yu bëri ci ay site internet pour ut liggéey posté naa sama coiffure bu bees bii xam naa maa ngi buzz ci Facebook ci ngoon si def naa ay recherche pour sama exposé gis naa ay information yu bëri ci internet bi yaakaar naa ni dinaa am note bu baax ci sama journée jeexagul de maa ngi nii ak sama gaay yi di naan caay. yow tamit profiteel ci